Je vous propose de démarrer par deux éclairages introductifs avec Solagro et le Crédoc. Et puis, après les deux interventions, parce que problème de connexion, on ne sait jamais, je donne la parole à la salle pour qu'on puisse échanger avec ces deux premiers intervenants. Sans tarder, j'invite Antoine à nous rejoindre. Et on ouvre cette plénière introductive sur l'alimentation, tendances et nouveaux enjeux pour les territoires et leurs acteurs. Antoine Couturier, vous êtes de formation agricole à Solagro. Alors, je présenterai rapidement Solagro, ça nous évite et de gagner du temps plutôt. Solagro, donc, c'est une entreprise associative. Vous connaissez les associations d'entreprises, c'est un bureau associatif, un bureau d'études associatif qui a été créé en 1981, ça ne nous rajeunit pas, à Toulouse avec des chercheurs, des professionnels, des agriculteurs, et près de 40 ans pour imaginer des solutions dans le domaine de l'environnement, de l'énergie, l'agriculture et la forêt, avec évidemment des objectifs de gestion économe et solidaire. Alors Antoine, votre mission, c'est d'accompagner les territoires dans leur stratégie alimentaire et surtout de transition énergétique, agroécologique et alimentaire. Vous allez tout à l'heure intervenir dans l'atelier numéro 1, ici, dans cet amphi, pour présenter votre scénario, célèbre scénario de transition After 2050, qui a inspiré de nombreux territoires. 30 minutes En 10 minutes. Mais j'aimerais que vous nous traciez ici, dans cette plénière introductive, les enjeux d'adaptation au changement climatique et de transition agroécologique. Peut-on concilier le fait de nourrir une population de plus en plus croissante, avec un espace agricole qui est limité, voire menacé? Doit-on revisiter nos systèmes alimentaires et comment? Et puis vous avez un défi terrible à relever, c'est de répondre à toutes ces questions en une vingtaine de minutes. Je vous sais passionné, mais d'un grand esprit de synthèse. On va essayer. Bonjour à tous. Bien, donc je ne fais pas de propos introductifs parce que ça a été bien fait, juste en amont. Donc, voilà, donc en 20 minutes, je vais vous parler donc, de deux choses. D'une part, le changement climatique et l'impact qu'il aura sur l'agriculture. Et dans un deuxième temps, de l'empreinte environnementale de notre alimentation, c'est-à-dire qu'au-delà de l'agriculture, tout le système alimentaire, comment est-ce que ça se compose en termes de consommation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, sur le changement climatique et l'agriculture, donc rien de bien nouveau. Juste pour vous rappeler ici, donc sur des données relevées par Météo France, la tendance à l'augmentation des températures. Donc là, vous voyez, on est sur une référence 61,90, c'est la référence à partir de laquelle on calcule l'écart à cette référence pour la température moyenne annuelle. Donc c'est le graphique est très très lisible. Vous voyez que depuis les années 80, ici, très clairement, on a une augmentation, donc un réchauffement des températures. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, j'imagine, pour vous. La deuxième chose, là, on est toujours sur des choses qui sont mesurées par Météo France, c'est l'augmentation des phénomènes extrêmes, donc les canicules, les vagues de chaleur, etc. Donc ce graphique, ici, c'est la durée en jours des épisodes caniculaires, et ici, leur intensité en température. Vous voyez que sur la période 47-81, on avait 7 épisodes, et sur la période 82-2016, déjà, on est passé à 17 épisodes. Et puis, si on regarde l'augmentation de l'intensité en jours ou en température, vous voyez ici un phénomène qui a été très marquant dans les esprits, c'est la canicule de 2003. Canicule de 2003, production céréalière, moins 25%, ressources fourragères, moins 60%, une mortalité accrue des animaux, y compris chez les humains, mais ce n'est pas le sujet du jour, on a eu un phénomène de mortalité conséquent. Donc ça, c'est ce qu'on constate, c'est ce qui est mesuré. Et quand on demande aux ingénieurs de Météo France, en termes de prospective, comment ils voient l'avenir, donc on est sur le même graphique, sauf que là, c'est la prospective. Donc ici, la durée en nombre de jours, là, l'intensité en chaleur. Vous voyez en bleu le passé plus lointain, le passé récent en vert. On retrouve 2003 ici. Et donc, la suite, elle ne s'annonce pas terrible quand même, parce que ici, vous avez en jaune la période qui nous amène jusqu'à 2050, donc avec des phénomènes caniculaires qui vont être beaucoup plus réguliers. Et puis, la fin de siècle, si on continue sur les tendances actuelles, on arrive dans une zone rouge au niveau de la capacité à se nourrir avec notre propre alimentation. Donc, ça questionne la capacité de la France à être autosuffisante sur le plan alimentaire. Sur le réchauffement climatique, je ne vous apprends rien, je passe vite sur ces éléments-là. Il est lié à l'augmentation de la quantité de gaz à effet de serre que l'activité humaine envoie dans l'atmosphère. Et donc là, je vous présente les travaux du GIEC. En fait, ici, vous avez le temps, ici, l'évolution des températures selon les différents scénarios. Vous savez, les différents scénarios qui sont faits par le GIEC. Et donc, ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un enjeu majeur et urgent
à changer de paradigme et à réduire considérablement nos émissions de gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas là-dessus que je voulais insister. Ce sur quoi je voulais insister, c'est la question, est-ce qu'on doit s'adapter au changement climatique ou est-ce qu'il faut l'atténuer? En agriculture, il va falloir qu'on fasse les deux, parce qu'il y a un effet d'inertie du système climatique qui fait que même si aujourd'hui on ramenait à zéro les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, l'inertie du système climatique fait que de toute façon, quels que soient les scénarios considérés par le GIEC, on est sur une tendance d'évolution des températures qui nous amène à l'horizon 2040-2050 à plus 1 voire plus 2 degrés au niveau mondial, en moyenne monde. Et donc on arrive dans cette zone d'inconfort. Après, la deuxième question, donc ça c'est l'urgence de toute façon pour l'agriculture de s'adapter au changement climatique, et d'autre part, l'agriculture comme le reste des secteurs économiques au niveau mondial, on doit d'urgence changer de stratégie, changer de mode de fonctionnement pour atténuer le changement climatique et faire en sorte que le monde dans lequel vivront nos enfants demain, ce soit plus celui-ci que celui-là. Parce qu'ici, ça devient compliqué, évidemment. En résumé, sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture, alors, l'augmentation de température, elle est très claire. Les précipitations, il y a différentes hypothèses. Soit ça baisse, comme ce graphique un peu schématique le représente, soit ce serait plus stable. Mais même si les précipitations étaient plus stables, de toute façon, il y a un phénomène de variabilité des précipitations dans l'année qui pose problème. Alors quand on est un urbain et qu'on travaille derrière un ordinateur comme moi, on s'en fiche. Quand on est agriculteur et qu'on travaille avec les phénomènes naturels et le cycle des saisons, ça pose d'énormes problèmes. Quoi qu'il en soit, même si les précipitations étaient stables, avec une température qui augmente aussi fortement, pour l'agriculture, évapotranspiration potentielle qui augmente considérablement. Donc ça pose des vrais problèmes et ce sera des défis conséquents à relever en agriculture. Du coup, la hausse de l'évapotranspiration, évidemment, c'est une baisse de l'humidité relative moyenne dans les sols, donc ça pose des problèmes, par exemple, pour implanter des cultures céréalières sans irrigation. Augmentation du nombre de jours de forte chaleur, ça je l'ai vu, ça pose des problèmes de rendement, ça pose des problèmes aussi de mortalité chez les animaux. Cette notion de perte de saisonnalité, elle est fortement problématique quand on a une activité aussi exposée aux saisons que la production agricole. Et puis la notion de dérèglement, elle amène un certain nombre d'effets pervers, comme ce qu'on appelle les effets ciseaux, c'est-à-dire, a priori, ce qu'on vit cette année, c'est un hiver doux, un hiver trop doux, avec la végétation, notamment en arboriculture, par exemple, les arbres qui vont recommencer leur croissance en se disant les températures me donnent le signal que là, il faut y aller, il faut faire les fleurs. Et derrière, paf, un gel tardif, et du coup, vous avez une chute de votre production qui est réglée comme ça en l'espace de 1 ou 2 nuits. La répartition aléatoire des précipitations, ça je l'ai dit, ça pose des soucis, même sans parler de phénomènes majeurs d'inondation, ça pose des soucis sur la capacité à faire de l'agriculture en réduisant nos besoins d'irrigation, parce que, on l'a vu, on va avoir moins d'humidité dans les sols, et puis globalement, la ressource en eau, on va vers des conflits d'usage grandissants entre le monde agricole, les acteurs de l'industrie, les centrales nucléaires notamment, qui pour des raisons de sécurité, à un moment donné, on nous dira stop, on arrête l'irrigation. Moi, j'ai vécu longtemps dans la Drôme, mais là je suis à Lyon, donc vous voyez, sur la vallée du Rhône, le dialogue avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse sur le nucléaire, l'irrigation, ils nous disent, à un moment donné, voilà, on sait où sera la priorité, quoi. Et puis l'augmentation des phénomènes extrêmes, j'en ai parlé. Donc on pense forcément à la canicule, mais n'oubliez pas 2016, les inondations dans le nord de la France en hiver, au printemps, et donc moins 60% de production céréalière. Donc c'est quand même fortement conséquent. L'été 2018, les feux de forêt dans le nord de l'Europe, des phénomènes qui étaient a priori inédits, en tout cas inédits dans cette ampleur, c'est pareil, ça fait partie de ce dérèglement climatique. Brièvement, et là je m'en excuse pour les agriculteurs qui sont dans la salle, c'est un résumé extrêmement synthétique, mais c'est lié au temps qui nous est imparti. Mais qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur les cultures ? Le décalage des cycles culturaux, c'est forcément un problème par rapport à la saisonnalité inhérente à des cultures pérennes. Le risque accru de nouveaux parasites et de nouvelles maladies, donc il y en a déjà qu'on a en tête. Notamment par exemple, je sais pas, le cynips du châtaignier, on est moins concerné en Auvergne-Rhône-Alpes, mais les problèmes qu'on a sur l'olivier, dans le sud de Rhône-Alpes, sur le cerisier avec les mouches Suzuki, etc., qui sont tout un tas de petits parasites sympathiques, mais qui n'étaient pas présents avant, et quand ils arrivent chez nous, ça fait des dégâts. La gestion du stress hydrique, avec ce que j'évoquais, les conflits d'usage autour de la ressource en eau, entre le monde agricole et les autres usagers de l'eau,
Le gel tardif, j'en ai dit un mot. Le manque de froid, c'est problématique, d'une part parce qu'il y a un certain nombre de cultures qui ont besoin de ce signal froid pour venir en fruit. Et d'autre part, le manque de froid, du coup, il limite aussi, en tout cas, il nous pénalise par rapport au fait de calmer les parasites et les maladies pendant la saison hivernale. Donc, grossièrement, baisse de rendement à venir. Et puis, du point de vue de l'agriculteur, des années difficiles, entre guillemets, parce qu'une année moyenne en agriculture, ça n'existe pas, mais des années difficiles de plus en plus fréquentes. Et du coup, en termes de trésorerie pour les agriculteurs, ça va être compliqué. Au niveau des élevages, les vagues de chaleur, ça a une conséquence directe, c'est la réduction de la production laitière ou la production de viande. Par exemple, 2003, c'était en France entre moins 10 et moins 30% de production laitière selon la zone géographique dans laquelle on était. Une mortalité accrue, je l'ai dit, mais c'est vraiment, ça peut aussi être conséquent, hein, jusqu'à plus 24% de mortalité sur les animaux qui étaient en estive en 2003. Donc ça veut dire aussi pour les agriculteurs repenser l'implantation d'arbres, etc., pour faire des zones d'ombrage, de l'humidité pour les animaux. Et sur la ressource fourragère, ce qui est quand même important, donc vous avez en vert ici, grosso modo, la forme actuelle de la courbe de la croissance de l'herbe, et en rouge, ce que pourrait être l'évolution de la courbe de croissance. Donc vous voyez qu'on a un petit peu plus de ressources fourragères en début d'année, là, au printemps, et puis un peu plus à la fin. Mais la grosse incertitude, elle se trouve là, sur la zone cruciale que les paysans de tout temps ont dû gérer, qui était la période estivale. Donc, est-ce que j'ai assez de fourrage? Est-ce que j'ai assez de ressources fourragères? Et donc, vous voyez qu'entre les différents scénarios qui ont été travaillés ici, ça devient difficile ou ça devient extrêmement difficile. Voilà, je suis désolé pour l'optimisme de ma présentation. On y reviendra peut-être plus sur les ateliers. Juste un mot pour vous dire que Solagro pilote au niveau européen un projet live qui s'appelle AgriAdapt, que je ne peux pas développer ici, mais dans lequel vous retrouverez, si le sujet vous intéresse, tout un tas de ressources qui sont en libre accès sur agriadapt.eu, avec plusieurs partenaires européens et en lien avec la Commission européenne, notamment des grilles d'analyse de la vulnérabilité climatique dans les fermes, et puis des outils pour les fermes d'adaptation, et puis des vidéos d'experts aussi, agronomes ou de Météo France, pour comprendre ces enjeux climatiques. Voilà. Donc, en 10 minutes, voilà, quelques points saillants sur les enjeux du changement climatique et les impacts possibles sur l'agriculture. On en vient à l'empreinte environnementale de notre alimentation. Alors, la première question qui se pose à nous, c'est la notion de système alimentaire, c'est-à-dire que trop souvent, on se questionne sur l'empreinte carbone de l'agriculture. Est-ce que l'élevage c'est bien ou est-ce que l'élevage c'est mal, etc., etc. Mais vous et moi, quand on mange rarement des produits bruts à la sortie du champ. On mange parfois des produits bruts, mais ils sont déjà plus à la sortie du champ. Et puis, on mange aussi beaucoup de produits transformés dans des magasins. Alors, il y a direct, il y a des circuits courts, il y a des magasins bio spécialisés, mais il y a aussi encore 75% du marché alimentaire français qui se fait en grande et moyenne distribution. Et donc, notre système alimentaire, il se compose de maraîchage diversifié, d'énormément de grandes cultures pour nourrir nos chers animaux. Ensuite, on a du transport, on a des produits transformés, de l'emballage, etc. Donc, entre ça, et forcément, il y a pas mal d'intermédiaires avec des process énergétiques, de transformation agroalimentaire, du stockage au froid, etc., etc. Donc, de la consommation d'énergie. Vous et moi, j'imagine que vous êtes tous en vélo quand vous faites vos courses, mais il y a quand même une majorité des Français qui utilisent encore un véhicule pour se déplacer, on y reviendra. Et puis enfin, il y a les lieux où l'on consomme. Alors là, ça ressemble très fortement à la restauration collective sur cette image, mais c'est la restauration hors domicile en général, que ce soit au restaurant, du snacking ou la restauration collective. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le système alimentaire. Et à chaque étape, on va avoir de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Alors, on a travaillé à Solagro dans un programme d'études avec le CIRED, le CNRS, l'IDRI et EDF sur un projet qui s'appelle SECAM pour contenu énergétique et carbone de l'alimentation des ménages. Donc vous retrouverez des synthèses en ligne si vous le souhaitez. Je vais vous présenter le bilan énergétique de l'alimentation française. Donc vous voyez ici, premier renseignement, l'alimentation en France, c'est 22% de la consommation énergétique totale, c'est-à-dire 30 mégatonnes équivalent pétrole contre 140 de consommation énergétique totale pour la France. Et donc dans l'alimentation, qu'est-ce qu'on y met? On met bien évidemment l'agriculture, IA pour industrie agroalimentaire, le transport. Alors les transports, on a tout ce qu'on veut, hein, l'international, les transports intérieurs
avec le supérieur à 3,5 tonnes. Et puis les achats et la restauration au domicile des ménages, donc vous et moi, quand on se déplace. Ensuite, on a la consommation énergétique liée à la grande distribution, la restauration hors domicile, les commerces. Et puis, non négligeable également, la consommation au domicile des ménages, c'est-à-dire qu'on stocke au froid, on a des congélateurs, et quand on cuisine, on utilise aussi de l'énergie. Premier point, 22% de l'énergie consommée en France est liée au système alimentaire. Deuxième point, dans tout ça, l'agriculture, c'est quand même 27%. Et troisième point, les transports, c'est 31% de l'énergie du système alimentaire. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on retient de ça ? D'une part, vous voyez que dans notre alimentation, il y a beaucoup d'énergie. Sur ces 30 mégatonnes équivalent pétrole, il y a 70% d'énergie fossile, 40% de pétrole, 30% de gaz. Le gaz étant notamment beaucoup utilisé pour la production des engrais azotés. Et après, il y a un petit peu d'électricité. Mais on va retenir 70% d'énergie fossile. Donc, c'est-à-dire que dans ce qu'on mange, il y a quand même beaucoup de pétrole, finalement. Et du coup, la résilience de notre système alimentaire, elle est quand même relativement fragile. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui travaillent dans le secteur de la grande et moyenne distribution, mais il y a un miracle quotidien qui fait que tous les matins, les supermarchés sont pleins de nourriture. C'est que pendant la nuit, il y a des camions qui circulent, qui font 50 ou 500 km, mais la logistique de la grande distribution, on est sur des flux hyper tendus avec du zéro stock. Donc derrière tout ça, il faut qu'il y ait du pétrole bon marché. S'il n'y en a plus, notre système alimentaire, il va être remis en question. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de manger, hein. Ça veut dire qu'on aura des problèmes nouveaux à régler. Mais ce qui est important à retenir, je pense, c'est la fragilité de tout ça par rapport à notre très forte dépendance à une énergie bon marché, une énergie fossile bon marché. Et donc se pose la question, dans une journée comme aujourd'hui, alimentation et territoire, de la résilience alimentaire territoriale. Que mettons en place aujourd'hui pour travailler, assurer cette résilience alimentaire territoriale ? Ça, c'était l'énergie. Maintenant, on en vient aux émissions, non pas aux émissions, mais à l'empreinte carbone. Donc, qu'est-ce que c'est la différence entre les émissions de gaz à effet de serre et l'empreinte gaz à effet de serre ? Les émissions, ce sont les émissions directes qui sont liées à l'activité de notre territoire. L'empreinte gaz à effet de serre ou l'empreinte carbone, on dit plus facilement, ce sont nos émissions de gaz à effet de serre nationales, plus toutes les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées aux produits et aux services qui sont importés. Globalement, les émissions de gaz à effet de serre en France, elles tendent à baisser, pas assez vite, mais elles tendent à baisser. Pourquoi ? Parce que les émissions de gaz à effet de serre qu'on importe avec tous les biens et services qu'on fait produire dans d'autres pays et qu'on importe chez nous, par contre, elles augmentent. Alors, à nouveau, les points saillants, eh bien, l'alimentation, c'est 24% de l'empreinte gaz à effet de serre nationale, c'est-à-dire 163 mégatonnes équivalent CO2 contre 671. C'est des chiffres de 2016, donc peut-être qu'aujourd'hui, le total aurait un petit peu baissé, et c'est une bonne chose, mais l'ordre de grandeur, c'est ça, un quart de l'empreinte gaz à effet de serre, l'empreinte carbone de la France, elle est liée à notre système alimentaire. Vous retrouvez les mêmes étapes, je ne le détaille pas. Deuxième point, dans tout ça, finalement, les gaz à effet de serre de l'agriculture, c'est quand même 2/3. Okay, c'est de là à là. Donc 2/3 des gaz à effet de serre de notre système alimentaire sont liés aux pratiques agricoles. On va y revenir après. Et puis, on retrouve le transport. Donc le transport, c'est 19% des gaz à effet de serre liés à notre alimentation, c'est ce qui est là. Et puis vous et moi, on est ici avec quand même 10% des gaz à effet de serre du système alimentaire qui est lié directement au transport des ménages et à la consommation au domicile des ménages. Voilà, je pense que c'est intéressant de rappeler ces chiffres pour comprendre comment tout ça fonctionne. Je vérifie si j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Oui. Donc, ça, c'était l'empreinte carbone, mais concrètement, si on rentre un peu dans l'agriculture, comment est-ce que tout ça fonctionne ? Donc, vous avez le même schéma, mais ce qui est nouveau ici, c'est la répartition des gaz à effet de serre qui sont considérés dans cette empreinte carbone. Donc vous avez le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote, et après ça c'est les gaz dont je ne me rappelle plus le nom exactement, mais qui sont liés à la production de froid, d'accord, et qu'on retrouve forcément donc, dans la grande distribution, et là c'est votre congélateur et votre frigo chez vous. Okay, donc ce qui est intéressant de regarder, c'est comment se répartissent les gaz à effet de serre et du coup comment est-ce qu'on va pouvoir agir aux différents niveaux. Le premier d'entre eux, c'est le dioxyde de carbone qui est présent dans l'agriculture et évidemment dans le reste de tous les process, parce que là c'est vraiment corrélé, c'est consommation d'énergie égale émission de gaz à effet de serre.
Et comme vous le voyez en agriculture, la différence fondamentale de l'agriculture par rapport aux autres secteurs économiques de la France, c'est qu'en agriculture, on a des gaz à effet de serre dits non énergétiques, qui sont donc le méthane et le protoxyde d'azote, où là, les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas directement liées à une consommation d'énergie. Alors que si on prend le transport, c'est une évidence, vous faites rouler un camion, vous mettez l'essence dedans, ça consomme de l'énergie, ça fait des gaz à effet de serre. C'est pareil pour une industrie. En agriculture, on a cette spécificité d'avoir des gaz à effet de serre dits non énergétiques. Donc le dioxyde de carbone, il est lié à l'énergie des engins, hein, donc quand vous faites tourner un tracteur par exemple, l'énergie nécessaire aux bâtiments agricoles, y compris pour ce qui serait souhaitable de réduire fortement le chauffage des serres par exemple. Le CO2, il est évidemment lié à la fabrication et au transport des intrants. Engrais souligné parce que le poids des engrais azotés de synthèse dans ces émissions de dioxyde de carbone est majeur. Et puis après, évidemment, le dioxyde de carbone lié au transport des marchandises et au transport des ménages. Le méthane, je ne vous apprends rien. Le méthane, il est lié à la fermentation entérique des ruminants, les paies et les rots des ruminants. Donc là-dessus, on a quand même très peu de marge de manœuvre. Il y a des programmes de recherche en ce moment, notamment avec l'INRA, l'IDEL, sur le lin, etc., qui, ajouté à la ration, permettrait de réduire à la marge les émissions de CH4, mais tant qu'on consomme des produits d'origine animale, on a ces émissions-là, on n'a pas trop de solutions. Les effluents d'élevage, la manière dont ils sont gérés, la manière dont ils sont stockés plus ou moins bien, là on peut quand même travailler un petit peu là-dessus, mais effectivement quand les effluents d'élevage sont sortis de l'étable, de la stabulation, et qui sont en tas, on a des émissions continues de méthane. Et dernier point, le protoxyde d'azote, alors lui, à nouveau, il est lié à la fabrication des engrais azotés de synthèse et à leur épandage, hein, donc au moment où on les épand dans les champs. Et puis, de la même manière, lorsqu'on épand les effluents d'élevage dans les champs, on a ce phénomène de volatilisation et d'émission de protoxyde d'azote. Voilà. Donc ça, c'était pour rentrer un peu dans le détail malgré tout. Ensuite, vous savez qu'en France, il y a l'ANSES qui réalise régulièrement, donc tous les 7 ans à peu près, ce qu'on appelle l'étude 1K, qui tend par des sondages de consommateurs à comprendre le contenu exact en grammage de nos assiettes. Donc l'ANSES publie cette étude 1K. Alors nous, on n'a pas travaillé sur la nouvelle 1K numéro 3 qui est sortie, qui a été publiée récemment, il y a un an. Par contre, là, on avait fait des travaux sur l'assiette moyenne des Français de 1K2, donc d'il y a 7 ans. Et l'idée, c'était de chiffrer, de quantifier l'empreinte carbone de notre assiette moyenne. Et donc, ce qui saute aux yeux sur ce graphique, c'est le poids prépondérant des produits animaux, y compris le poisson, donc, qui n'est pas lié pas forcément lié à l'élevage, les œufs, la volaille, le porc, la viande bovine et ovine. Donc là-dedans, évidemment, il y a les céréales nécessaires à l'alimentation de ces animaux. Hein. Ce n'est pas simplement l'animal en lui-même, mais voilà. Donc vous voyez que céréales et oléoprotéagineux consommés par l'homme, pas par les animaux. Et puis les fruits et légumes, finalement, c'est très peu, on est à 11%. Donc pourquoi est-ce que je vous présente ça ? C'est parce qu'on a quand même, on l'a vu sur la première partie sur le changement climatique, une urgence à changer la donne et à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui se traduit concrètement par une feuille de route gouvernementale qui est la stratégie nationale bas carbone, la stratégie nationale bas carbone numéro 2 qui a été présentée en novembre et qui dit 2 choses. Objectif premier, atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et réduire l'empreinte carbone des Français. Donc la neutralité carbone, c'est sur les émissions. Donc ça implique de diviser nos émissions de gaz à effet de serre au moins par 6 d'ici à 2050 par rapport au niveau de référence de 90. C'est costaud, hein, divisé par 6. Économiquement, ça va un peu remuer. Mais pour l'agriculture, c'est une réduction de la moitié. D'accord, on va réduire de 50% simplement les gaz à effet de serre agricoles à l'horizon 2050 par rapport au niveau de référence 2015. Pourquoi est-ce qu'on ne réduit pas de 80% les gaz à effet de serre agricoles ? C'est parce que sinon, ça ferait qu'on mange un jour sur 2, ce serait un peu compliqué. Donc, il y a un compromis qui a été trouvé là-dessus en disant, bon voilà. Mais il faut quand même considérablement changer la donne. Comment ? 2 minutes. 2 minutes, très bien. Alors je prends quand même le temps de rebalayer, avant d'en venir à ma diapo de conclusion, les différents engagements de la France, on l'a vu, l'enjeu majeur, j'insiste là-dessus, de travailler sur la réduction de nos gaz à effet de serre, et ça ne va pas se faire facilement. Si c'était facile, on le ferait déjà, donc ça implique vraiment un changement de paradigme. Mais il y a un certain nombre d'autres engagements de la France qui sont importants, et qui conditionnent
ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire au niveau de notre système alimentaire et de notre production agricole. Alors évidemment, il y a la réduction de l'usage des pesticides, le fameux plan Ecophyto, Ecophyto 1, Ecophyto 2, Ecophyto 2+. Vous avez comme moi entendu récemment les annonces sur l'augmentation à nouveau de plus 24% entre 2017 et 2018 de la consommation des pesticides en France. Donc là, il y a des moyens qui ont été mis, mais force est de constater qu'on est sur un échec et qu'on n'arrive pas aujourd'hui à changer la donne et à au moins enclencher une réduction de l'usage des pesticides. Le plan Ambition Bio 2022, il nous reste 2 ans pour doubler la surface bio en France. On est en gros à 7,5% fin 2018 et il faut qu'on soit à 15% en 2022. Donc là aussi, il y a des moyens, les choses vont bien parce qu'il y a une vraie dynamique au niveau du monde agricole et une très forte dynamique au niveau des consommateurs. La loi Egalim, j'imagine qu'on va en reparler beaucoup aujourd'hui, notamment sur cet enjeu pour l'alimentation en restauration collective, d'avoir un approvisionnement de 50% de produits de qualité, dont 20% de produits bio au 1er janvier 2022. Donc pour un gestionnaire de restauration collective, c'est après-demain. Il y a quand même un petit enjeu aussi sur la biodiversité. J'en ai pas parlé parce que ce n'était pas le propos ce matin, mais nos pratiques agricoles ne sont pas sans conséquences sur la biodiversité. Donc il y a le plan biodiversité qui fixe comme objectif un arrêt des pertes de biodiversité d'ici 2020 et la restauration des services écologiques. Donc là aussi, il y a un petit peu de travail. La directive cadre sur l'eau qui visait l'atteinte du bon état écologique des masses d'eau d'ici 2015, qui a été repoussée à 2027, parce que là encore, on suit des objectifs, mais quand on arrive au terme de l'objectif, on se rend compte qu'il y a encore du chemin à parcourir. Et puis, pour en revenir à l'alimentation et à l'enjeu nutrition-santé, le PNNS 4 qui a été publié avec beaucoup de discrétion en septembre 2019, mais qui a quand même été publié et qui dit des choses très intéressantes sur le changement de régime alimentaire, notamment l'enjeu de réduire la consommation de produits d'origine animale, mais particulièrement la viande rouge et les produits laitiers, pas pour des enjeux climatiques cette fois-là, mais plus sur un enjeu santé. Nutrition santé, et aussi la nécessité d'augmenter considérablement la consommation de produits végétaux non contaminés par les pesticides. Et c'est écrit noir sur blanc que l'objectif à terme de ce nouveau plan national nutrition santé, ce soit que 100% de la population française consomme au moins 20% de ses fruits et légumes issus de l'agriculture biologique à l'échéance du PNNS. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Enfin, qu'est-ce que moi je retiens de tout ça et je le propose, vous en ferez ce que vous voudrez, puis on est là pour discuter aujourd'hui. Mais pour moi, il y a 3 enjeux majeurs pour réduire notre empreinte carbone au niveau de l'alimentation. Le premier, c'est l'alimentation. Il faut changer l'alimentation, donc réduire considérablement le gaspillage alimentaire, moins manger globalement, parce qu'en fait on mange trop, moins manger de protéines, et au sein des protéines, inverser le rapport, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on consomme 2 tiers de protéines animales en France pour 1 tiers de protéines végétales, nos fameuses lentilles du puits, les haricots, etc. Il faudrait inverser ce rapport et substituer la majeure partie de nos protéines par des protéines végétales et conserver des protéines animales. Donc manger moins mais mieux de viande. On l'a vu, il y a aussi un enjeu nutrition et santé sur la consommation de produits d'origine biologique. L'évolution des modes de production. Donc le mode de production, c'est-à-dire le système. Est-ce que vous êtes en agriculture intensive? Est-ce que vous êtes en agriculture plus extensive? Est-ce que vous mettez en place des pratiques agroécologiques? Est-ce que vous êtes en agriculture biologique? Et puis sur le choix des pratiques agricoles, il y a tout un tas de choses qui seraient nécessaires d'améliorer pour l'ensemble des enjeux que j'ai cités préalablement. Et 3e point, et je pense que ce sera aussi quelque chose qui va être beaucoup débattu aujourd'hui, c'est la nécessité de relocaliser nos systèmes alimentaires, de se défaire de cette dépendance forte qu'on a à une énergie fossile bon marché et relocaliser le système alimentaire. Ça ne veut pas dire qu'on va tout passer en vente directe en circuit court, mais je dis bien la production, la transformation, la distribution. On peut faire des choses très intéressantes avec des filières longues de proximité. Carole Chazoul est dans la salle, je ne la vois pas du regard, mais là-haut. Elle nous parlera cet après-midi du travail qu'ils ont fait au niveau de l'ISARA et avec la Chambre d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes sur les SIAM, les systèmes alimentaires du milieu. Et voilà, donc c'est des formes d'hybridation très intéressantes, mais il y a des choses déjà aujourd'hui très intéressantes qui se font dans les territoires. Et je pense que le but de ce journée, c'est aussi de les mettre en avant et d'échanger. Et voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Superbe, merci beaucoup. On peut l'applaudir. Hein. Bonjour, Cyril Lauréard, je suis maraîcher bio dans l'Ain, à côté de Bourg-en-Bresse. Dans la loi Egalim, je me pose la question, ce qu'on appelle 50% de produits de qualité. Comment on définit les produits de qualité aujourd'hui? On dit 20% dedans, mais le reste c'est quoi? C'est du local? Est-ce que le local c'est vraiment qualité ou pas? Voilà.
Comment est-ce qu'on définit précisément pour éviter que nos enfants aient des pesticides dans leurs assiettes? Ce qui est en grande majorité le cas aujourd'hui. Merci. Alors, je vais tenter une réponse. Il y a peut-être des personnes plus calées que moi sur le contenu exact de l'article 24, notamment Boris Calland de la DRAF. Mais peut-être, Boris, je te laisse répondre. Oui, bonjour, Boris Calland de la DRAF. Mais très simplement, je peux rappeler le contenu du décret qui définit ces produits de qualité. En fait, ça inclut notamment donc, l'agriculture biologique, bien entendu, tous les signes officiels de qualité, les SICO, donc les labels rouges, les AOP, les IGP. Ça inclut aussi les produits qui sont produits par des exploitations en certification environnementale. Donc niveau 2 ou niveau 3, le niveau 3 c'est la haute valeur environnementale, le label haute valeur environnementale. Donc les 50% c'est ça, c'est les SICO, la certification environnementale et le bio. Bon, le bio est un SICO, mais voilà, c'est ces trois familles essentiellement. Et pour répondre, et c'est d'ailleurs un sujet en soi, mais la proximité en soi n'est pas un critère pour être intégré dans les 50%. Très bien, merci. Alors, il y a monsieur en rouge, oui. Puis, bonjour, Anthony Ferdeira. J'ai lu des travaux de chercheurs aux États-Unis qui travaillent en élevage et qui disent que les rots et les pets des vaches, en fait, ont un bilan carbone zéro en extensif. Et voilà l'explication qu'ils donnent. Et j'aimerais avoir votre avis pour savoir si c'est vrai. C'est que le méthane a une durée de vie très courte par rapport au carbone, très très courte, qu'il est oxydé dans l'atmosphère et que les prairies en extensif captent suffisamment de carbone qu'elles transforment en cellulose que les vaches mangent et qu'elles restituent en calories animales, etc. Donc il dit que ça fait un circuit fermé et qu'en fait, en extensif, le rot et l'épais des vaches, on a une neutralité carbone et que c'est faux de stigmatiser l'élevage extensif et dire qu'il participe au réchauffement climatique. Et lui, il dit carrément que c'est totalement faux, basé sur des chiffres. Est-ce que vous avez étudié cette question ? Alors, c'est un point de vue original. Je ne connais pas cette étude. Ce qui est sûr, c'est que le méthane est un gaz à effet de serre qui a une durée de vie dans l'atmosphère beaucoup plus courte que le dioxyde de carbone, mais qui a un pouvoir réchauffant largement supérieur à celui du dioxyde de carbone. Je n'ai plus le rapport en tête, mais on est quelque chose comme 24 fois plus, hein, je dirais. Après, dans le propos de ce chercheur, il défend les pratiques de l'élevage extensif, donc sur le pâturage. Donc, mon premier point sur la réponse, je n'ai pas lu cette étude, je ne peux pas affirmer le contraire, mais il me semble qu'en tout cas en France, sur les travaux scientifiques qui font foi et qui sont valorisés au niveau des feuilles de route gouvernementales, il est clair que l'élevage en soi émet du méthane et que ce méthane a un pouvoir réchauffant, donc il faut travailler dessus. Après, tous les élevages ne sont pas égaux en termes d'empreinte carbone. Et évidemment, parmi les différents types d'élevage, l'élevage à l'herbe, l'élevage extensif, c'est le plus pertinent. Et c'est celui qu'il faudra défendre. Et donc, notamment dans notre scénario After 2050, quand on préconise une réduction de la consommation de viande pour des questions de nutrition santé et pour des questions d'empreinte carbone, ça nous amène à faire des arbitrages. Et à dire, il y a des espaces naturels qui sont mis en valeur efficacement par l'élevage, notamment les alpages, les prairies permanentes, etc., qui ont un pouvoir de séquestration carbone tout à fait pertinent, qui ont une moindre incidence sur la ressource en eau, etc., etc. Et donc, si on doit faire de l'élevage dans des filières de qualité, il faut les faire là, et ça, il faut le préserver. Et puis, le reste, là où il faut jouer, c'est sur des ruminants, par exemple, qui sont sur des espaces agricoles où on pourrait faire tout à fait autre chose, notamment du maraîchage de proximité, du fruit, de la culture céréalière pour l'alimentation humaine. Et puis, il faut absolument arrêter l'élevage intensif pour des questions de bien-être animal d'une part, de concentration des pollutions d'autre part, confère la situation de nos amis bretons. Et puis, troisièmement, parce que c'est un élevage qui dépend de ressources alimentaires, de concentrés de protéines qui induisent la déforestation de la forêt amazonienne, des cultures sur des millions d'hectares de soja transgénique, une utilisation abondante de glyphosate, etc., etc. Donc, et en plus, on est dans une fragilité totale sur ce système-là, puisqu'on est complètement dépendant. Donc là où je peux rejoindre votre propos, c'est de dire qu'effectivement, dans les différents types d'élevage, tous ne se valent pas. Et il y a des raisons objectives et où il y a un consensus scientifique quand même pour dire que sur l'élevage, il va falloir réduire un peu. Néanmoins, après, il faut regarder où on fait les arbitrages. Merci. Alors, plusieurs demandes d'intervention, deux en bas, une en haut. Donc, si c'est possible de faire court,
réponse également courte, si c'est possible. Ça marche, présentez-vous, monsieur. C'est allumé normalement. Ça y est. Bernard Lafitte, je suis Terre de Liens et ADR. Et donc, deux choses. Je suis rectifié quand même, parce que j'ai dit 24% en fait pour le méthane. Non, c'est pas 24%, c'est entre 10 et 20 fois plus. Et le protoxyde d'azote, ça doit être à 37 fois plus, je crois, il me semble. Sinon, oui, c'était surtout sur la loi Egalim et pour peut-être poser des questions sur la qualité des produits. Deux choses. Donc, effectivement, dans cette loi Egalim, par rapport à la qualité des produits, donc on a les labels rouges, mais en fait, finalement, si on regarde par exemple le label rouge porc, c'est pas un produit de qualité, quoi. Enfin, c'est quoi le porc? Il a quoi, quelques mètres carrés de plus, et puis c'est presque un porc conventionnel. Enfin, le label rouge, ça ne veut pas dire grand-chose quand même. Ça dépend des productions. En poulet, c'est mieux, mais en porc, par exemple, c'est nul, quoi. Enfin, donc, c'est vrai que dans la loi Egalim, ce n'est pas une qualité en plus, hein, le label. Et AOC et AOP, par exemple, c'est la même chose. Enfin, moi, je suis dans la région Crottin-Chavignol-Sancerrois, hein, d'accord. Toutes les chefs sont en bâtiment, avec du soja OGM, etc. Enfin, voilà, et ils vont rentrer dans la loi Egalim. Hein, elles ne voient pas un brin d'herbe. Et elles sont poussées au maximum. Donc, voilà, il faut être très, très prudent quand même sur cette loi. Alors après, il y a des choses bien. Hein. Et puis, j'ai juste une question sur le 20% de bio. Dans la restauration collective, c'est 20% des 50% de la loi Egalim ou c'est 20% du total? D'accord, donc c'est 20% en fait en bio et 30% en produits de qualité. Alors, enfin, 10 de qualité, okay, mais qui ne le sont pas, forcément. Bon, ça n'appelle pas forcément une réponse, hein, c'est plutôt des précisions complémentaires. S'il vous plaît, pour les autres interventions, si c'est possible, court, et puis réponse relativement courte. Claude Janin. Donc, Claude Janin, UMR Pacte Grenoble. Alors, c'était juste pour je dirais, réagir par rapport à ce qui a été évoqué sur les bilans carbone de l'élevage, et notamment des prairies permanentes. C'est vrai que c'est assez difficile de trouver actuellement des résultats fiables, certifiés, qui sont dans la durée. Mais d'une manière générale, ce qu'on retrouve, c'est que ce qui fait la différence entre prairies permanentes et surfaces cultivées, notamment pour les cultures fourragères, c'est qu'il y a dans les deux cas une production végétale qui permet justement d'avoir des pièges à carbone, mais que les pratiques agricoles intensives, par l'utilisation d'intrants plus importantes, par des pratiques culturales plus importantes aussi en volume, donc consommatrices d'énergie, font la différence. C'est-à-dire que l'effet captage de carbone des cultures est quelque part fortement réduit par la consommation plus importante de carbone. Donc c'est ce qu'on peut retirer d'une manière générale. Après, je pense qu'il y aurait un autre enjeu aussi qui serait intéressant d'intégrer, qu'on retrouve assez peu, c'est l'enjeu paysage. Parce que c'est vrai que quand on évoque la question de est-ce qu'il faut faire de la viande à l'herbe ou faire de la viande avec des cultures fourragères intensives, notamment dans les plaines, la question se pose, c'est que deviendront les surfaces s'il n'y avait plus de production animale sur les pentes des montagnes, et notamment, et où là les cultures ne sont pas possibles, donc ça vous l'avez évoqué, mais également par rapport à un enjeu paysage, parce que si on va vers une fragilisation des forêts, ce qu'on a commencé à constater cette année, notamment dans le Massif central, une sensibilité plus forte aux incendies, si on ne veut pas avoir les effets qui se reproduisent comme on a aujourd'hui, comme on a vu en Australie, les coupe-feux seront importants, et là, il n'y a que l'élevage qui peut les maintenir. Donc ça amène peut-être aussi une réflexion en termes d'aménagement du territoire. Merci. Alors, une tout à fait en haut. Présentez-vous, s'il vous plaît. Merci, Claire de l'Université Lyon 2. Donc, je souhaite réagir aussi par rapport à l'élevage. Sur deux points. Tout d'abord, sur la question de la qualité alimentaire. Donc, j'étais il y a 15 jours à une journée de conférence du ministère de l'Agriculture et organisée avec le CNIS, l'interprofession laitière, sur les questions de microbiote et les enjeux des ferments pour la santé, des ferments qu'on va trouver dans les charcuteries, dans les fromages, etc. Donc voilà, je pense qu'on ne peut pas
il faut aussi regarder les effets bénéfiques de l'alimentation carnée, notamment, et des produits fermentés qui sont certes végétaux, mais pas seulement végétaux. Donc, en plus, ce sont des éléments de la biodiversité domestique pour ce qui est des ferments naturels et liés au territoire. Donc ça, c'était un premier point. Et puis, j'ai une autre question quand même sur l'élevage et la complémentarité entre élevage et production végétale. Donc, bien sûr, je ne vais pas revenir sur les enjeux paysagers de développement local en tant que géographe ruraliste, ça me paraît évident, mais aussi sur des interrogations qu'on peut avoir et des systèmes de polyculture élevage. Et je pense notamment, quand on parle aujourd'hui de fermes urbaines, on est obligé de le penser aussi avec des compléments liés à des élevages complémentaires, des élevages qu'on va retrouver dans la vigne, qu'on va retrouver dans certains systèmes maraîchers aussi. Donc je pense que plus qu'à opposer les deux, il y a peut-être aussi à imaginer la complémentarité, y compris en termes d'équilibre des sols en particulier. Alors je ne suis pas agronome, hein, mais bon, voilà. Merci. Voilà. Peut-être Antoine Couturier, une réaction sur ce que vous venez de dire, Madame Delphos, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que je me suis peut-être mal exprimé si vous avez compris que je disais que la viande était mauvaise pour la santé. Ce que je dis, c'est que dans la manière dont on consomme aujourd'hui des produits animaux en excédent, voilà, ça pose des problèmes. Je ne l'ai pas présenté, mais on a des graphiques sur l'augmentation de l'obésité ou l'augmentation des affections longue durée qui tendent à... Voilà. Donc ça, c'est plus des résultats de médecins nutritionnistes. Mais effectivement, l'objet, c'est de manger moins, mais mieux de viande. Et sur des labels de qualité, qualité gustative et qualité environnementale. Et ensuite, sur la complémentarité production animale, production végétale, c'est évident. C'est effectivement tout à fait à favoriser. Donc c'est pour ça que je dis il y a certains systèmes d'élevage qui sont sur lesquels il faut faire une croix et il faut accompagner le monde agricole pour évoluer vers des pratiques d'élevage extensives avec toutes les vertus qu'il peut y avoir dans l'élevage. L'élevage en soi n'est pas un problème. C'est simplement la juste proportion et s'assurer que toute la matière organique elle est bien valorisée pour un retour au sol. Et donc pour ça, il y a déjà des systèmes qui fonctionnent très bien, notamment en agriculture biologique, mais pas que, mais c'est ça qu'il faut développer. Voilà. Alors, je rappellerai qu'il n'y a pas que la loi Egalim, hein, il y a aussi d'autres plans que vous avez cités tout à l'heure, notamment le plan Ecophyto, la DCE, la directive cadre sur l'eau, le plan de biodiversité, et d'autres plans et schémas nationaux en lien aussi avec l'Europe qui cherche de plus en plus à faire du Green Deal, comme vous l'avez compris. J'ai vu des mains se lever. Donc ici, monsieur, s'il vous plaît. Jean-Pierre Farier, Terre de Liens. C'est juste une question de compréhension sur la portée, on va dire, de la loi Egalim. On parle beaucoup d'augmenter la qualité dans les collectivités, mais je voudrais savoir qu'est-ce que ça représente en importance, disons, de la consommation alimentaire. Grosso modo, j'ai en tête que la restauration hors domicile, ça serait de l'ordre d'un quart. Bon, c'est un ordre de grandeur. Et la restauration collective à l'intérieur de ce quart, ou peut-être c'est pas le quart, corrigez-moi si c'est pas le quart, mais la restauration collective à l'intérieur de ça représente quoi? On en parle beaucoup, mais est-ce qu'on parle pour un petit pourcentage ou pour un pourcentage vraiment significatif de la consommation alimentaire? Antoine Couturier. Je suis d'accord avec vous. Hein. La restauration collective, c'est peanuts en termes de volume et donc de chiffre d'affaires. Le conseil départemental de l'Isère a une politique volontariste sur l'approvisionnement en produits locaux pour sa restauration collective dans les collèges. Et ils ont fait le calcul qu'en gros, il leur fallait 17 hectares de maraîchage pour faire 100% de légumes locaux pour nourrir tous les collégiens de l'Isère. Donc vous voyez, le ratio, il est là, quoi. Par contre, quand on est une collectivité locale, quand on est élu local, sur quoi est-ce qu'on peut agir? On ne peut pas agir sur la PAC, on ne peut pas agir sur les soutiens régionaux, etc. Par contre, on est responsable de ce qu'on fait avec l'argent public qu'on a entre les mains. Et donc, la restauration collective, c'est un très bon vecteur. Et c'est aussi une manière, au niveau local, de refaire du lien entre les agriculteurs qui sont autour des centres urbains où sont les écoles, les collèges et les lycées,
et de reconnecter aussi nos enfants qui sont de plus en plus éloignés de ces réalités rurales et agricoles, de les reconnecter à la production agricole. Voilà. Donc je pense que, mine de rien, pour une collectivité locale, c'est un bon vecteur, c'est le premier qu'on a sous la main, donc il faut y aller, il faut vraiment y aller. Après, je vous rejoins sur l'ensemble du système alimentaire, c'est peu. Attendez, j'ai une demande oui, tout à l'heure. Juste un tout petit complément. Donc, restauration collective qui est concernée par la loi Egalim, c'est surtout les écoles. C'est vrai qu'on pense à ça en premier, mais c'est aussi notamment les hôpitaux, les prisons, etc., qui constituent aussi des volumes significatifs. Ce que je voulais dire, c'est un peu complémentaire avec ce que disait Antoine, mais c'est l'enjeu notamment pour les écoles, c'est aussi une éducation des consommateurs de demain. Voilà, c'est pas uniquement les volumes qu'on passe dans ces débouchés-là immédiatement. C'est clair que donner des produits de qualité à des enfants à l'école, au collège, au lycée, c'est aussi changer les habitudes de consommation d'une génération qui arrive, quoi. Et je pense que cette entrée-là est aussi importante que les volumes qu'on peut valoriser par ces débouchés-là. Il y a vraiment les deux entrées. Merci. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, Patrice Goutani, maraîcher bio dans le Puy-de-Dôme et président d'une structure de planification de production de légumes pour la RHD et commercialisation. RHD de Migros, magasin spécialisé. Tu as présenté, on voit bien qu'il y a une nécessité de changer sur les modes de production. Il n'empêche que moi, étant paysan, je suis sensible aussi à l'évolution et à la résilience des fermes de manière globale. Et qu'aujourd'hui, il y a une nécessité à penser une résilience où il y a une évolution des fermes dans leur production. Et la spécialisation des productions et des filières, de manière verticale, sont mises à mal par l'approche proposée ici. Et donc, et on voit en termes de structuration d'organisation, on est encore très dans du vertical et très du catalogue filière. Et pourtant, la résilience sur les fermes, elle passera par de la pluriproduction sur les fermes. Et une nécessité d'accompagnement et de travail auprès des paysans par rapport à ça. Je suis assez d'accord et ça rejoint ce que j'évoquais à dernier point sur la nécessité de relocaliser les systèmes alimentaires. Relocaliser les systèmes alimentaires, ça veut dire aller à l'inverse de ce qu'on a construit pendant 50 ans avec des régions spécialisées. L'Île-de-France fait des céréales, la Bretagne fait de l'élevage intensif, avec les résultats qu'on connaît. Donc il faut inverser la vapeur, relocaliser, et donc ça veut dire diversifier au niveau local, à l'échelle du territoire, mais aussi à l'échelle des exploitations. Et ça rejoint la cohérence évoquée tout à l'heure sur le lien élevage-production végétale, quoi. Et par rapport aux enjeux que j'évoquais, des impacts du changement climatique sur une ferme donnée, sur sa trésorerie, de la fragilité qui est liée à notre dépendance aux énergies fossiles, plus on diversifie en tant qu'agriculteur, plus on a une capacité de résilience qui va augmenter, quoi. Bien, j'ai une intervention ici. Oui, Bernard Delhomme, enseignant à Bordeaux Sciences Agro. Pour faire la liaison avec ça, je trouve que dans les préconisations qui disent évolution du mode de production, je rejoins tout à fait cette histoire de rediversifier entre guillemets l'agriculture. C'est presque des choses qui étaient connues avant. Ça boucle des cycles agronomiques. Du coup, effectivement, difficile d'envisager une agriculture durable sans introduction animale à un moment donné, parce que dans la fertilisation, dans l'utilisation d'espaces qui sont non cultivables, enfin bref, y compris des questions paysagères. Et je rajouterai une dernière petite idée qui monte aussi aujourd'hui, je pense, sur les territoires, c'est que tout ça, ça redonne peut-être aussi des exploitations à dimension beaucoup plus petite. Et l'essor, entre guillemets, de l'agriculture petite, de ce qu'on appelle la micro-agriculture, la micro-ferme, ça procède aussi de cette recherche d'un meilleur équilibre, entre guillemets, entre la production, mais la liaison avec le système alimentaire territorial. Merci pour ce plaidoyer de la diversification. Alors, Claude Janin qui veut reprendre la parole. Oui, c'était juste une réflexion par rapport au changement climatique, parce que souvent, justement, les systèmes les plus vertueux en matière de consommation d'énergie ou d'intrants, donc notamment les systèmes bio ou basés sur les prairies naturelles pré-permanentes pour ce qui est de l'élevage, sont souvent aussi les plus fragiles par rapport au changement climatique. Parce que suivant les évolutions dans une année, c'est plus facile de jouer sur des cultures dérobées derrière des cultures fourragères intensives ou autres. Enfin, je ne rentre pas dans les détails techniques. Une prairie, quand la pousse de printemps est faite, si elle a été ratée, c'est très difficile de se rattraper sur le reste de l'année. Je parle en montagne, pas forcément dans les parties de plaine. C'est vrai que ça veut dire aussi que dans les
dans les aides à la sécheresse, qu'on voit actuellement, elles sont souvent orientées sur les exploitations les plus endettées, celles qui ont le plus investi, donc souvent les plus intensives. Et finalement, il y a assez peu de moyens pour justement soutenir les exploitations qui sont les plus extensives. Alors que souvent, ce sont celles qui sont en première ligne par rapport au changement climatique. Donc c'est peut-être aussi des aspects, c'est ce côté que les exploitations plus bio ou plus extensives ne sont pas toujours les plus résilientes par rapport au changement climatique. Ou alors il y a du travail à long terme à faire, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pistes de travail, mais à court terme, il y a quand même un accompagnement qui peut être intéressant, enfin, et important, que ce soit dans la PAC, alors je ne sais pas où en sont les réflexions aujourd'hui, ou dans les aides nationales ou régionales au soutien lors des périodes de sécheresse. Et là, on est dans le court terme. Merci. Je vais peut-être prendre une ou deux dernières questions parce que je sens une forte envie d'échanger et ça me permettrait de passer en mode atelier. Alors, dans l'ordre, il y avait madame, et puis après monsieur. Là, j'ai les yeux partout, là. Oui. Et puis une en haut. Madame, s'il vous plaît. Non, c'est juste pour revenir sur plusieurs interventions. Vous pouvez juste vous présenter, parce que tout est enregistré. Marlène Aymon, du coup, de la communauté de communes du Royan-Vercors, chargée de mission agriculture et alimentation. Récemment en poste. Voilà, c'est une petite communauté de communes, 18 communes dans le Vercors, côté Drôme. Il y a un projet alimentaire territorial qui vient d'être installé en 2019. Et juste pour revenir du coup à la DRAF, Terre de Liens, le territoire a fait le choix d'initier la transition alimentaire par les crèches en 2018, puis les écoles et les EHPAD. On va rentrer dans un dispositif de la DRAF avec le département de la Drôme sur les EHPAD pour justement changer la consommation des aînés dans les cantines, quoi, dans les selfs. Et il y a des commissions restauration scolaire du coup dans les écoles. Et une étude de capacité nourricière a été réalisée avec la Chambre d'agriculture pour justement voir ce qu'on produit, ce qu'on consomme et ce dont on a besoin sur le territoire. Et voir du coup au niveau de l'installation, de la transmission des fermes. Et plusieurs ateliers vont être mis en place avec l'ADR, la Chambre et d'autres acteurs. Donc je pense que c'est vrai que voilà, c'était un témoignage de transition alimentaire sur le territoire. Et il y a un escape game aussi pour justement sensibiliser les 11-17 sur l'alimentation qui est aussi financée par la DRAF. Et là, une fondation qui s'appelle Societal Angel sur Grenoble qui vient aussi de nous donner un prix justement pour diffuser cet escape game au niveau régional si des territoires souhaitent le mettre en place. Donc voilà, je pense que c'est un témoignage pour montrer que les territoires sont Gardez-en pour acteurs. l'atelier. Il y en a un qui est spécial pour vous. Hein. Je crois que les animateurs vous ont repéré. Jeune homme, à vous la parole. Et puis, est-ce qu'il y avait une demande de parole là-bas? Alors moi, c'est une question très technique pour vous, Monsieur Courturier. Antoine Serge travaille à la DIV. On est référent technique à l'échelle nationale pour les filières viande à Laval. Peu importe. Ma formation d'agronome fait que je m'intéresse beaucoup à ces questions-là. Scénario after, on en a parlé que très rapidement. Donc c'est des objectifs. La question, c'est celle-là. Est-ce que ces objectifs, vous les avez territorialisés? Je sais que j'avais déjà posé cette question il y a longtemps sur votre première version d'After, justement par rapport à cet aspect, pas spécialisation, mais des régions sont plus adaptées pour faire certaines choses et pas d'autres. Je pense à chez nous dans le Massif central, où peut-être que l'élevage, le polyculture, polyélevage a un peu plus de sens qu'à d'autres endroits. Voilà. Je voulais savoir si ce travail avait été fait dans After. Vous avez noté, mais ils vont en parler dans l'atelier. D'accord, ben non. Une réponse très courte. La réponse est oui. Oui, la réponse est oui. C'est magnifique. Voilà. J'irai chercher l'information plus tard. Vous restez là dans cet atelier. Une dernière intervention, puis on va basculer. Donc, madame, tout à fait en haut. Bonjour, je m'appelle Sonia, je viens de Haute-Savoie. Et c'est une coïncidence parce que ma question était déjà en ligne avec le scénario After. Excusez-moi, vous représentez un organisme ou je suis, département peut-être? Oui, non, je suis administratrice dans des structures de l'agriculture locale, la MAP et l'ADR de la Haute-Savoie. Parfait. Du coup, mais à la base, je suis arrivée à tout ça parce que j'étais une maman inquiète pour la nourriture qu'on donnait à nos enfants. Du coup, j'ai eu la chance de découvrir les scénarios After à travers un atelier qui était proposé par l'antenne de l'ADEME à Chambéry. J'avais bien aimé leur approche parce que c'était vraiment vulgarisé au niveau des familles, dans une expression assez graphique de le changement de notre assiette que ça représentait. Et j'ai trouvé un outil assez sympa au niveau pédagogique. Et je sais que depuis
Il y a eu, ça c'était déjà il y a plus de 4 ans. Depuis, il y a eu l'actualisation des scénarios after, puisque dans le nouvel négawatt, j'aurais bien aimé savoir quelle impression vous avez eue sur quelle différence de scénario vous avez trouvé entre la première et la deuxième édition de scénario. Peut-être même sur ce que vous êtes allé chercher à inclure dans les calculs. Et dans le sens de, comme disait Messier, c'est l'adaptation à des territoires, le décalage peut-être de ce qui est versus l'objectif envisagé pour 2050 par rapport à des territoires. Peut-être qu'il y a des zones qui sont déjà plus diversifiées et d'autres qui sont encore très ancrées dans la spécialisation des territoires. Et si, là c'est juste curiosité personnelle, si vous êtes aussi... le scénario after va s'adapter aussi à cette nouvelle challenge qui se propose au Négawatt de reprendre les scénarios au niveau européen. Merci. Je crois qu'Antoine a noté toutes les questions là, pour tout à l'heure. OK. Alors, sur After, ça permettra de répondre aux 2 questions. Le scénario After a été proposé une première fois en 2010 comme étant un scénario à l'échelle nationale. C'est un scénario, donc c'est un outil de prospective. L'objectif, on va le présenter après, c'est de prendre en compte l'ensemble des enjeux et de vérifier si l'équation elle est jouable. La réponse est oui, l'équation elle est jouable. Et donc nous, on propose un chemin pour y arriver. Et l'objectif du scénario, sa raison d'être, c'est de provoquer le débat, de nourrir le débat. Et nous, on propose un chemin. On dit que si on fait comme ça, on peut y arriver. 2010. Ensuite, il y a eu un travail de territorialisation du scénario à l'échelle de 4 régions. Donc en fait, on a pris le scénario national, on l'a fait atterrir dans les territoires avec la réalité complexe d'un territoire et dans le dialogue avec les acteurs. Et alors notamment effectivement avec l'élevage, ce qu'on propose au niveau du scénario After, les changements les plus importants sont sur le secteur de l'élevage. Donc ça a suscité beaucoup de débats, beaucoup de questionnements, beaucoup d'incompréhension et au fur et à mesure du dialogue, on se rend compte qu'en fait on parle de la même chose. Et donc la différence entre le premier scénario After et le scénario actualisé 2016, c'est justement ce travail de territorialisation qui a été fait concrètement dans le dialogue avec les acteurs sur 4 régions et qui a été fait en chambre, si je puis dire, sur l'ensemble des autres régions. Et donc ce travail de territorialisation nous a amené à bouger un certain nombre de curseurs. C'est basé sur un outil de calcul. En fait, le scénario il est basé sur des flux physiques, c'est-à-dire des quantités d'énergie, des impacts, gaz à effet de serre, pesticides, etc. dans les masses d'eau. Et après, on a des hectares. Et sur ces hectares, on calque des rendements moyens dans le département du Puy-de-Dôme qui sont différents de celui du département du Nord-Pas-de-Calais. Et on a des cheptels de vaches et un rendement moyen de la production laitière ou viande, etc. Donc tout ça, ce sont des flux physiques. Et donc ça fait une matrice avec une énorme équation. Et donc si dans le dialogue avec le monde de la recherche ou avec les éleveurs, on se rend compte qu'on s'est trompé sur un paramètre, qu'il faut bouger ce paramètre, on change ce paramètre et l'ensemble du scénario s'ajuste. Et donc c'est ça la différence entre le premier et le deuxième scénario. Je ne rentre pas plus dans le détail. Le scénario Négawatt est en train de l'association Négawatt qui porte le scénario de transition énergétique Négawatt est en train de travailler avec ses partenaires européens à une déclinaison européenne. Concernant les scénarios alimentaires, nous, on a en projet de le faire, donc un scénario After au niveau européen. L'IDRI a déjà proposé un scénario à l'échelle européenne qui est le scénario TIFA pour 10 Years for Agroecology in Europe. Et donc, c'est un scénario qui dit, à l'horizon 2050, on peut être à 100% d'agriculture agroécologique au niveau européen, avec une part élevée d'agriculture biologique et une généralisation des pratiques agroécologiques. Et petit coup de pub, puisque vous me tendez une perche, le 23 et 24 avril, on organise à Toulouse les universités d'After 2050. Et le propos, c'est justement de mettre en dialogue le scénario After avec les autres exercices prospectifs qui ont été réalisés. IDRI avec son scénario TIFA, le WWF a fait aussi des scénarios de transition alimentaire à l'horizon 2050. Et donc, il y aura un certain nombre d'ateliers, de débats, controverses avec des chercheurs qui défendent des positions différentes sur les questions alimentation, nutrition, santé, sur la question de la place de l'élevage, sur la question du rôle de l'agriculture dans la production des énergies avec la biomasse, la méthanisation, etc. etc. Puisque j'ai la parole, 2 petites réponses à ce qui a été dit avant. Je vous rejoins complètement sur l'intérêt de diversifier les fermes et donc de promouvoir des modèles de fermes qui soient de taille plus modeste. Et notamment, ça fait le lien avec un enjeu qu'on n'a pas évoqué ce matin, mais qui est l'enjeu de la transmissibilité des exploitations. Un agriculteur sur 2 part à la retraite dans 10 ans.
comment est-ce qu'on va faire? Et quand on est sur des fermes, alors je prends un exemple qui est le plus compliqué, c'est les élevages intensifs en porc ou en volaille, où on a des prêts sur des années, etc. L'exploitation qui se trouve, la maison qui se trouve à moins de 100 mètres des bâtiments d'élevage, qui sont des installations classées, vous ne pouvez pas transmettre votre ferme en restant dans votre maison. Qu'est-ce que vous faites de votre maison? Enfin, on est dans des impasses là. Donc l'enjeu de transmission, on ne l'a pas évoqué ce matin, mais c'est un vrai sujet. Et deuxièmement, sur les aides exceptionnelles sécheresse, monsieur Janin, moi, quand les aides exceptionnelles sécheresse, elles ont lieu tous les ans, je me demande si on est toujours dans l'exceptionnel, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, c'est plus possible. Et, ça doit nous alerter sur le fait qu'on est sur un modèle, on est sur une tendance qui n'est pas durable et que le changement climatique ne nous permet plus de tenir ce modèle-là. Et donc, on ne peut pas compter comme ça annuellement sur une aide exceptionnelle sécheresse. Et petit tacle pour les éleveurs bio, on ne peut pas annuellement compter sur une dérogation qui permet de s'approvisionner en fourrage conventionnel. Donc ça veut dire que, y compris dans les systèmes d'élevage bio, il faut se poser la question de savoir est-ce que mon chargement il est adapté à mes surfaces? Sinon, je prends plus de surface, c'est une solution. L'autre solution, c'est de diversifier, de réduire un peu le cheptel pour avoir plus de fourrage et des activités économiques qui permettent de passer les mauvaises années. Voilà, donc c'est un sentiment très personnel que j'exprime, mais je voulais juste rappeler ça.